Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans La Voix est libre, dernière des 3 émissions consacrées à la campagne des élections législatives. Après les formations de gauche, le vote du Front National, nous nous intéressons aujourd'hui aux partis de droite et du centre. Quels enseignements tirent-ils de la défaite de Nicolas Sarkozy? Comment ont-ils préparé ces élections? Quelles ambitions, quelles stratégies? Qu'est-ce qui les sépare et qu'est-ce qui les unit? Ont répondu à notre invitation 4 responsables de leur mouvement, également candidats. Michel Cédrin, présidente du Modem Isère, qui se présente dans la 8e circonscription, celle de Vienne. Juliette Paula, vous êtes secrétaire départementale UMP de l'Isère, candidat sur la 9e, celle de Voiron-Saint-Marcellin. Loïc Hervé, maire de Marnaz, nouveau centre de Haute-Savoie, candidat sur la 6e, celle de Chamonix. Enfin, Jean-Luc Arcade, président du Parti radical de Haute-Savoie, candidat sur la 3e circonscription Bonneville. Madame, Messieurs, bonjour. Premier tour de table sur une question pour voir si vous avez les mêmes analyses. Pour vous, quelle est la principale raison de la défaite de Nicolas Sarkozy? On commence avec vous, Julien Paulin. Moi, je constate qu'au premier tour, les Français ont majoritairement placé leurs attentes à droite, puisque le cumul des forces de droite au premier tour était majoritaire. Bon, Nicolas Sarkozy a perdu au second. Les traits de son tempérament. C'est pas une question de programme, c'est une question de personne. Les traits de son tempérament qui avaient été plébiscités en 2007 ont été malheureusement sanctionnés en 2012. Mais je note qu'il n'aurait pas fallu que la campagne dure 10 jours de plus, parce qu'à coup sûr, les tendances étaient inversées. Michel Cédrin. Moi, je pense qu'il y a 2 choses. D'une part, il y a la personne de Nicolas Sarkozy. Il y a eu un rejet de Nicolas Sarkozy, plus que de la droite. Et puis, deuxièmement, il y a eu aussi, je crois, des méthodes qui ont été contestées et qui sont contestées par les Français. Le Carcane. Il y a eu effectivement un rejet, pas forcément de Nicolas Sarkozy, mais aussi de son entourage, d'un Guéant, d'un Buisson, du discours de Grenoble. Et puis les gens, ils n'ont pas sanctionné la droite, ils ont sanctionné un homme. Moi, j'aurais préféré qu'à droite, que dans notre camp, on présente Alain Juppé ou François Fillon. Moi, je crois que la défaite de Nicolas Sarkozy est finalement beaucoup plus courte que prévu. Et ce qui a fait défaut Nicolas Sarkozy, ce sont les électeurs traditionnels du centre et du centre-droit. Et sur ce positionnement, sur des choix stratégiques de campagne, et dans l'organisation même de la majorité sortante, eh bien, ça s'est payé très cher. Alors après cette défaite, comment vos formations abordent-elles les élections législatives? Plutôt en ordre dispersé, on peut dire le détail avec Patrick Pinto. 3 départements dans les Alpes, 20 circonscriptions, et dans chacun, voire dans chacune, une situation différente. La droite part à ces élections divisée, que ce soit entre formations du centre, dont le paysage devient de plus en plus complexe, qu'au sein même de l'UMP. En Isère, l'ancien parti présidentiel connaît des dissidences dans 3 circonscriptions sur 10, la 1re, la 9e et la 10e. En Haute-Savoie, dissidence également dans 3 circonscriptions sur 6, la 4e, la 5e et la 6e. Seule la Savoie échappe à cette règle de division interne à l'UMP. Autre particularité purement savoyarde, l'absence de candidats centristes. Réunis au sein d'une alliance depuis les dernières cantonales, un cas unique en France, Parti radical, Modem et Nouveau Centre ont décidé de s'abstenir et de ne pas communiquer sur ce choix. Ce n'est pas le cas en Isère et en Haute-Savoie, où l'on constate des stratégies sans réelle ligne directrice, plutôt des positionnements au cas par cas. Ainsi, en Isère, le Nouveau Centre soutient les candidats UMP, excepté dans la 1re et la 9e, où il opte pour les 2 dissidents, Marie-Christine Tardy et Claude Maillet. Dans les Alpes, le parti d'Hervé Morin ne présente sous son nom qu'un seul candidat, Loïc Hervé en Haute-Savoie. Le parti radical de Jean-Louis Borloo en compte 3, Jean-Marc Peyex dans la 6e de Haute-Savoie, Anne Guérin dans la 9e de l'Isère et Pierre-Marie Charvoz dans la 3e de Savoie. Reste le Modem, qui présente, en association avec l'Alliance centriste de Jean Arthuis, 9 candidats, 2 en Haute-Savoie et 7 en Isère sous l'étiquette « Un centre pour la France ». À noter le soutien du Modem Haute-Savoie à Claude Comet, candidate Europe Écologie dans la 1re circonscription, et à Astrid Beauroche, dissidente UMP dans la 5e. Centriste, alliance centriste, ces 2 termes sont utilisés par d'autres candidats pour ces élections législatives, ce qui rajoute encore un peu plus à la confusion. Une pléthore qui a sans doute une explication, la manne financière qu'elle rapporte. 1,63 € par voix, à 2 conditions, présenter des candidats dans au moins 50 circonscriptions et obtenir au moins 1% des suffrages exprimés. Alors, une première action, Julien Paulin, vous le rectifiez dans votre circonscription? Oui, le Nouveau Centre dans ma circonscription soutient le candidat du Parti radical. Donc cette situation quand même est assez compliquée. Pour les gens qui sont extérieurs à la politique, on a du mal à comprendre. Est-ce que c'est une situation normale pour vous ou est-ce qu'au contraire c'est une situation un peu subie et que vous regrettez?
Écoutez, moi je constate une chose, c'est que c'est pas une nouveauté qu'il y ait beaucoup de candidats aux élections législatives, ça a toujours été le cas. C'est aussi le produit du fait que les législatives sont une élection nationale, mais également une élection locale. Et évidemment, quand on confronte les nécessités nationales avec les réalités locales, les enjeux locaux, c'est des enjeux qui se croisent. Les ambitions personnelles des uns et des autres. Les ambitions locales qui rejoignent les enjeux locaux. Donc c'est pas tout à fait surprenant. Moi, je pense qu'effectivement, il y a pléthore de candidats. Il y a quand même en Isère une circonscription où il y a 15, voire 16 candidats. C'est énorme. La 3e de Grenoble. Voilà, la 3e de Grenoble. Je pense que la raison essentielle, c'est le financement. Il me semble qu'il faudrait qu'il y ait une réforme au niveau des financements. Il n'est pas normal qu'on ait autant de petits partis qui finalement faussent quelque part l'élection. Je suis pour le pluralisme. Mais quelque part, il faut trouver d'autres moyens de financer les partis plutôt que de passer par l'élection à droite, législative. de formation de droite. Est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir des accords nationaux ou locaux ? Il y a des accords nationaux qui ont été trouvés, notamment entre l'UMP et le Nouveau Centre. Et puis là où, dans un tiers des circonscriptions, il n'y a pas eu d'accord, eh bien, il y a eu voix pour des primaires. C'est mon cas en Haute-Savoie. Je regrette simplement que des discussions n'aient pas pu aller à leur terme avec l'UMP, qui présente 5 candidats dans les 6 circonscriptions et qui aurait tout à fait pu, dans la 6e, laisser la place à une forme de biodiversité politique pour qu'un candidat de centre-droit puisse se trouver élu. Finalement, la conclusion, c'est que la candidate de l'UMP a déclenché 3 candidatures UMP dissidentes contre elle. Et moi, je joue le jeu de la primaire, tout simplement. Et je crois que les électeurs ont aussi besoin d'une diversité, d'avoir le choix aux élections législatives et demain pour avoir au Parlement des parlementaires différents. Jean-Luc Archat, quelle est votre position? Moi, je regrette un petit peu ce qui se passe en Haute-Savoie avec l'UMP, parce que pour faire l'union, il faut rassembler, il faut être d'accord, il faut parler. Et puis, on n'a pas eu l'occasion de parler avec le mouvement UMP. Pour moi, la nouvelle circonscription de Haute-Savoie, c'est la 3e, c'est celle où je me présente, parce qu'ici, le députant sortant n'est sortant que sur un canton, alors que sur la 6e, il était sortant sur 5 cantons. Donc, je pense que s'il Le avait... député dont on parle, c'est Martial Sadier, qui est maire de la ville-centre Bonneville, Tout à fait. qui reste dans la 3e quand même. Voilà, donc il est sortant sur un canton, il eût été préférable s'il avait un bon bilan, un bilan positif qui se présente où il est sortant sur 5 cantons. Donc moi je pense que pour présenter des candidats dits de droite tous ensemble, il faut se rassembler, il faut s'unir et puis il faut parler. Juste une question à tout le monde, après une défaite législative, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'on présente des candidats uniques, justement, pour essayer de conserver, puisque vous êtes encore majoritaire à l'Assemblée nationale? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pour le pluralisme. Tout le monde doit s'exprimer. Qu'il y ait des primaires au sein de la droite, c'est tout à fait souhaitable. Moi, la seule chose que je regrette en Haute-Savoie, surtout dans la 6e, c'est qu'on parachute des gens, parce que pour être député, pour représenter le peuple et le territoire à l'Assemblée nationale, il faut avoir le ressenti de ce territoire. Donc moi, je trouve déplorable qu'une fois plus, l'UMP pousse dans la 6e circonscription quelqu'un qui n'a rien à faire ici. Moi, je voudrais quand même dire que le pluralisme, j'y suis aussi attaché. Je regrette quand il y a de la division parce qu'on préférait pouvoir partir sous une bannière unie. En même temps, il est arrivé que la gauche fasse des alliances qui sont contre nature également. Moi, dans ma circonscription, la candidate soutenue par le Parti Socialiste est une candidate d'Europe Écologie Les Verts. Et sur tout un tas de dossiers nationaux ou locaux, ils ont défendu des positions qui étaient complètement antagonistes, au point qu'aujourd'hui, elle est incapable de prendre position pour ou contre certains projets locaux, et notamment des projets d'emploi importants pour le territoire. Et je ne vois pas en quoi c'est plus incohérent de partir en ordre dispersé quand on a une sensibilité différente que de partir sous la même bannière alors que finalement on n'a plus un discours audible puisqu'on ne soutient pas la même chose. Michel Sénat. En ce qui concerne, moi je parlerai plus du centre. Est-ce que vous avez recherché, vous, des alliances, vous ne l'avez pas trouvé, et puis finalement vous avez décidé... La question du centre, elle est complexe, comme vous l'avez dit en introduction. Je pense qu'il y a des centres qui peuvent se... Est-ce qu'on parle de la situation du centre ou la situation du MoDem? La situation du centre, d'une manière générale, il y a des centres. Maintenant, on a des points communs. Au niveau de nos origines, quelque part, au niveau de nos réflexions. Simplement, on a quelque chose qui nous rend différents, ces différents centres, c'est que, en tout cas, au niveau du MoDem, nous, ce qu'on souhaite, c'est une vraie indépendance du centre. Le centre a été plus traditionnellement en tout cas, centre pour revenir droit. à votre formation, vous ne partez pas sur l'étiquette indépendant. MoDem, vous partez sur une étiquette le centre pour la France, parce que vous avez fait alliance avec l'Alliance centriste de Jarre. La question, elle n'est pas tout à fait comme ça. On constate que pendant la campagne présidentielle, nombreux sont ceux qui ont soutenu François Bayrou, des MoDem, Alliance centriste, des gens qui viennent
viennent des radicaux d'ailleurs, des gens du Nouveau Centre qui ont soutenu François Bayrou, des gaullistes, des écologistes. Tous ces gens-là, finalement, ont un point commun, c'est qu'ils pensent véritablement qu'il faut dire stop au sectarisme. Ces gens-là pensent que, quelque part, dans un gouvernement... On va revenir sur l'espoir d'une grande refondation du centre. Mais on va venir. Je reviens sur les stratégies autour desquelles... On a un point commun, et nous, ce qui nous distingue, c'est qu'on dit il y a le centre, c'est l'indépendance. Voilà. Moi, je crois que dans cette élection présidentielle, il y a eu 2 faits majeurs. La première, c'est le fait que Nicolas Sarkozy sort du champ politique. Peut-être temporairement, mais en tout cas, dans l'immédiat, il quitte le champ politique. Et que François Bayrou, par la décision qu'il a prise à titre personnel de voter François Hollande, a créé une forme d'ambiguïté sur le message qu'il a porté aux élections présidentielles. Notamment, il avait défendu un certain nombre d'idées que je peux rejoindre en grande partie. Par contre, parler de centre indépendant au moment où, à titre personnel, on dit qu'on va voter François Hollande, ça crée un trouble important. Moi, je crois qu'il faut que le président de la République, François Hollande, ait la majorité la plus courte possible, voire une majorité relative au Parlement. Parce que les enjeux qui sont les enjeux du pays, notamment en termes de dette, en termes de production industrielle, en termes d'éducation, sont tels que la majorité nouvelle qui sortira des urnes devra être une majorité forcément pluraliste. Enfin, ce dont nous avons besoin, c'est même pas qu'il ait une majorité relative ou une majorité courte, c'est que tout simplement il y a une cohabitation. Moi je suis désolé de dire que le projet qu'il porte pour la France, à mon avis, est dangereux pour la France en matière de compte public, en matière de valeurs sociales. Et si on veut que véritablement la barre puisse être remise du bon côté, il faut qu'il y ait une cohabitation. C'est nécessaire. Alors là-dessus, bien évidemment, je vais donner mon point de vue. Allez-y. Je pense au contraire que bon, il y a un président qui a été élu, il est légitime, il est là pour 5 ans. La situation de la France est grave, plus que grave. La crise n'est pas derrière nous, elle est devant nous, on le voit bien. Eh bien, on n'a qu'une chose à faire, c'est de sortir le pays de cette situation et d'avancer. Nous, notre volonté, c'est de faire réussir la France. Il faut qu'il y ait une majorité. Et la cohabitation, au contraire, va bloquer le système. Et c'est tellement grave qu'il faut, je dirais, une unité nationale et plutôt un rassemblement pour aider le pays. Pas forcément. Toute chose. Pas forcément. Moi, je répète, je suis pour le pluralisme en matière politique. Moi, demain élu, je serai un député de droite, je serai à droite, mais je serai pragmatique. Et quand François Hollande fera des propositions qui seront intéressantes pour mon territoire et pour les habitants du territoire, je voterai pour. Et puis quand il s'égarera, j'amenderai la loi, je ferai des propositions, je travaillerai avec mes attachés parlementaires, je lui ferai faire machine arrière. Alors on se rejoint. Je crois que ce que dit Jean-Luc Arcade est intéressant, c'est de réintroduire à la Chambre basse, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, des députés qui aient une liberté de vote. Alors pas surtout parce qu'il y a des grands enjeux nationaux, en fait, mais la capacité... Vous militez pour la fin du bipartisme. Non seulement pour la fin du bipartisme, mais pour la capacité d'un parlementaire à dire mon territoire, comme vient de le dire Jean-Luc Arcade, mon territoire a des enjeux suffisamment lourds et importants pour qu'on puisse se détacher de logiques purement partisanes ou des logiques de groupe. Ouais, mais moi je suis entièrement d'accord avec vous sur ce sujet. Bien entendu que personne n'attend d'avoir des députés godillots qui vont se contenter d'appuyer sur le bouton sur lequel on leur demande d'appuyer. Mais pas que pour des sujets locaux, pour des sujets d'intérêt national aussi. Moi, et c'est peut-être une question de génération, j'estime qu'il faut qu'on puisse prendre des mesures d'exemplarité pour renouer la confiance entre les citoyens et leurs représentants. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je me suis engagé pour les jetons de présence à l'Assemblée nationale, pour le non-cumul des indemnités, et puis pour également qu'on puisse indexer ces indemnités sur la santé économique du pays. Alors on va préciser un petit peu le positionnement des uns et des autres, en faire un petit cours de sciences politiques. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous différencie? On a un choix de centre, de droite, entre quelles sont purement les différences de fond entre vos formations? Qui veut commencer? Comment, par exemple, le Parti radical, comment on peut l'identifier? Voire peut-être le caricaturer pour qu'on puisse bien comprendre. Bien, le radicalisme, c'est très simple. Moi, je suis un vrai radical, je suis un homme de droite. Je suis toujours effaré par voir des gens qui se cachent derrière des étiquettes, de droite ou de gauche, et qui gèrent le quotidien, leur collectivité locale, exactement à l'inverse. D'accord ? Moi, je suis de droite, pourquoi ? Tout simplement parce que je suis contre le collectivisme. Je dis que l'outil de production, il doit rester dans le privé, il doit produire de la valeur ajoutée pour faire croître le produit intérieur brut, pour faire de la croissance. Je dis que toutes les communes, tous les conseils généraux, toutes les collectivités locales qui utilisent des outils de production, qui font des comme des suprastructures industrielles, on s'égare et on creuse la dette publique. Mais quelle est la position ou la mesure qui vous différencie nettement des gens qui sont à côté de vous? Moi, au fond, j'ai toujours dit, l'UMP, c'est pas un vrai parti, c'est un rassemblement de sensibilités. Nous, au Parti radical, on porte des valeurs traditionnelles, nous sommes des progressistes de droite. L'UMP, moi, il faudra un jour qu'on m'explique ce qu'un libéral a à dire à un jacobin centralisateur. Donc moi, je suis pour faire une grande droite, intelligente, rassembleuse, humaniste et travailleuse. Voilà.
Ouais, mais je crois que c'est une question d'intensité qui nous différencie. Moi, le socle de mes valeurs, c'est d'abord la valeur travail, et puis je suis pour la liberté d'initiative, mais pour un État qui soit un État régulateur et un État régalien sur certains sujets. Bravo. J'aurais peut-être, moi, en matière de sécurité, une position plus ferme que celle des gens qui m'entourent ici. Je pense que l'État doit être ferme en matière de sécurité. J'en ai ras-le-bol, à titre vraiment, d'avoir un système judiciaire qui trouve des excuses aux délinquants plutôt que de les sanctionner quand il le faut. Sur ce point-là, je suis quasiment persuadé que j'aurai des mesures un peu plus strictes que celles qu'ils peuvent proposer. Mais je pense que sur l'essentiel... Puisqu'on est sur ce point-là, le discours de Grenoble a clivé, vous en parliez tout à l'heure. Donc il a justement un peu fait différencier les différentes formations. Alors, vous avez mal réagi, par exemple. Oui, moi j'ai mal réagi au discours de Grenoble. Je dis que là, on s'égare un petit peu dans les propos de mon collègue UMP. Pourquoi ? Parce que Rachida Dati, UMP, a proposé la réforme judiciaire pour supprimer les tribunaux de proximité. Donc moi je suis contre ça. Je dis que la justice doit être proche du peuple. Je dis qu'il faut refaire la carte à l'envers et rendre les tribunaux dans les sous-préfectures. Voilà, donc on a fait le contraire. Moi je suis pour revenir et pour rajouter de la proximité aux décisions judiciaires. Loïc Hervé, alors le nouveau centre... Dans un domaine moins théorique et plus pratique. Depuis 5 ans, le nouveau centre, qui est un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale d'ailleurs, qui est le seul groupe centriste à avoir cette liberté-là, a porté 2 idées. 2 idées au début du mandat de Nicolas Sarkozy qui étaient absolument impossibles à faire progresser. Et puis à la fin du mandat, ça a été quelque chose de beaucoup plus ouvert. Premier problème, la règle d'or, c'est-à-dire l'obligation faite à l'État de présenter un budget en équilibre. Et la deuxième chose, c'est la TVA sociale, c'est le transfert massif de la fiscalité, notamment la fiscalité de notre modèle social, du travail vers la consommation. Et on s'est aperçu que finalement, ces 2 points-là, qui sont des points vraiment peut-être de clivage entre nous, mais où nous en faisons des points cardinaux dans ces élections, comme nous l'avons fait depuis 5 ans, dans une forme de continuité. Ça, c'est un point qui nous ressemble, c'est clair. La rigueur de la gestion, la réduction de la dette, comme vous le soulignez, la règle d'or ou la TVA sociale, ce sont des mesures qu'effectivement que l'UMP a soutenues, que Nicolas Sarkozy a défendues dans sa campagne présidentielle. Et je crois que d'ailleurs c'est le point commun qui fonde la capacité qu'ont le centre et la droite à s'entendre. C'est que nous estimons qu'une collectivité, que l'État doit être géré de manière rigoureuse, qu'on ne peut pas endetter une collectivité ou l'État davantage qu'on tolérerait qu'on endette un ménage. Là-dessus, moi, je voudrais quand même dire qu'en ce qui concerne l'endettement, les déficits, la dette, ça fait un moment d'ailleurs que au Modem et François servi sur un plateau, voilà, c'était servi sur un plateau, dénonce les déficits. Déjà en 2007, je crois qu'on a été les premiers à mettre ça sur la table d'une manière générale. On y est très attaché. La règle d'or, bien évidemment, il faut l'inscrire au niveau français, mais il faut l'inscrire aussi au niveau européen. On ne peut pas parler de la France sans parler de l'Europe. On est complètement liés surtout et de plus en plus. Maintenant, pour revenir sur nos différences, en ce qui nous concerne, nous, au Modem, les clivages du camp contre camp, il faut sortir de ça, c'est pas comme ça qu'on fait avancer un pays. Et donc, on parlait tout à l'heure, effectivement, de nos attitudes en tant que parlementaires. Par exemple, je crois qu'il faut voter en son âme et conscience. Et en ce qui nous concerne, François Bayrou n'est pas un homme de gauche, je suis pas une femme de gauche, je suis une femme du centre. Ça veut donc dire que pour les propositions du gouvernement qui vont dans le bon sens, qui sont bien pour le pays, qui sont justes, qui ne mettent pas en difficulté encore plus les finances de la France, nous voterons aujourd'hui, oui. qu'est-ce qui démarque le Modem, hormis la personnalité de son dirigeant? La différence, c'est que quand François Bayrou appelle à la rigueur à l'échelle de l'État et qu'il soutient ensuite François Hollande au 2e tour de l'élection présidentielle, il y a une incohérence qui est incompressible. Ça ne tient pas. On ne peut pas soutenir un candidat qui dit « je vais créer 60 000 postes de fonctionnaires » en même temps qu'on dit « il faut de la rigueur budgétaire ». Là, il y a un non-sens sur ce plan. Et bon, moi je constate une chose, dire qu'on est d'accord pour travailler avec tout le monde, pour rassembler tout le monde, c'est bien. Sauf qu'aujourd'hui, quand François Bayrou dit ça, en contrepartie, il n'y a pas grand monde qui a envie de travailler avec lui. Tout à fait, mais exactement. Sur ce point-là, je voudrais quand même clarifier. Il y a un programme, il y a un homme, il y a des valeurs et des façons de faire. François Hollande, en termes au niveau humain, au niveau moralisation, je dirais, montre qu'il est en phase avec ce que François Bayrou a défendu. Beaucoup plus que ce que n'était Nicolas Sarkozy. Vous parliez tout à l'heure du discours de Grenoble. Si on prend le discours de Toulouse, si on prend le dernier clip de campagne de Nicolas Sarkozy, ça correspond absolument pas à nos valeurs et c'est une des raisons pour laquelle aussi François Bayrou, à titre personnel, a voté François Hollande. Maintenant, un programme, ça peut s'amender. Un programme, ça peut changer. Des valeurs, ça ne change pas. C'est l'homme, c'est l'individu. Moi, je crois qu'il y a une différence de fond qui a été
et aussi de pratique qui a été exprimée en 2007 au moment où le nouveau centre a été créé. Comme le Parti radical, nous sommes des partis de gouvernement. C'est-à-dire que le discours que vous tenez en disant il faut davantage œuvrer à la concorde nationale et œuvrer pour la moralisation de la vie politique, on est tous d'accord. Sauf qu'il faut se confronter aux réalités politiques et prendre des responsabilités au gouvernement du pays. Que François Bayrou ait envie de gouverner avec François Hollande, mais qu'il y aille. Je ne ferai pas partie de ses soutiens dans ce cas-là, mais qu'il aille vraiment jusqu'au bout de sa logique. Auquel cas, il sortira du champ du centre, il ira au centre-gauche, et les choses seront beaucoup plus claires. Pour ce qui est de notre cas, c'est le cas de Jean-Louis Borloo, c'est le cas d'Hervé Morin, ce sont des personnalités du centre qui ont pris des responsabilités avec la droite pour faire avancer le pays. François Bayrou n'est plus ministre depuis 1997. Donc ça pose un vrai problème. Le rassemblement, c'est bien, mais c'est forcément derrière lui. Donc il y a une vraie difficulté de méthode, en réalité. En même temps, on peut se dire, est-ce que le centre n'est pas forcément à droite? Il peut aussi y avoir... Alors, vous parliez de sciences politiques tout à l'heure. Dans l'histoire politique française, le centre ou le centre droit, c'est la même chose. C'est la démocratie chrétienne, les radicaux, les libéraux, c'est-à-dire des familles politiques qui ont toujours été alliés naturels de la droite. Ça ne veut pas dire toujours d'accord avec la formation la plus importante de la droite, qui pouvait être le RPR ou l'UMP aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut avoir des différences d'approche, notamment sur les questions économiques, sur les questions de la dette, sur les questions européennes. Mais nous sommes des alliés naturels de la droite républicaine. Et ça n'empêche pas de porter un message centriste, courageux ou ouvert dans ces élections, notamment dans les élections législatives. C'est justement ce qui nous distingue. Le centre, c'est pas forcément être que du centre droit. Le centre, c'est être en capacité justement d'avoir des gens du centre droit, des gens du centre gauche, qui aient des sensibilités différentes et qui peuvent réagir. L'indépendance, c'est ça. À partir du moment où on est centre droit, on n'est plus indépendant. Pour nous, le centre, c'est l'indépendance. Sauf que dans le trouble politique dans lequel on se trouve aujourd'hui, les électeurs ont besoin d'un langage de clarté. Ils ont besoin d'avoir un cap, de savoir où on va. Moi, je constate que entre les discours que tiennent M. Arcade et M. Hervé devant moi, et les discours que vous tenez, Mme Cédrin, il y a quand même d'un côté une ligne claire, on sait des gens auprès de qui ils vont gouverner, les valeurs qu'ils vont porter. De votre côté, on travaille avec tout le monde, on va être d'accord un petit peu avec tout le monde, ou pas d'accord avec tout le monde, au contraire. Bref, je comprends pas où vous voulez aller. Maintenant, on parle de l'après-législative, on a commencé un petit peu à aborder la refondation de cette droite. Qu'est-ce qui peut se passer? Quels sont les scénarios possibles que vous souhaitez pour l'après-législative? Alors, déjà, au deuxième tour, le 17 juin, il faut absolument qu'il y ait à droite un groupe parlementaire de centre-droit au Palais Bourbon. C'est absolument indispensable pour la vie et pour l'équilibre de la vie politique du pays. Ensuite, il y a déjà des mouvements qui sont faits, soit au sein de l'ARES, soit au sein de l'URSID et du nouveau centre. Tous ces cycles, mais des discussions. Il y a des discussions multiples qui sont en cours. Il y a quand même une course aux égaux. J'espère que l'après-législative, la raison reviendra notamment à nos dirigeants nationaux pour qu'il y ait une réelle table ronde de l'ensemble des dirigeants politiques du centre et du centre droit pour discuter de la place de ce centre, notamment pour les élections futures, notamment les élections territoriales et puis les élections dans 5 ans, parce que dans 5 ans, il faudra porter à nouveau un projet pour la France. C'est-à-dire que le futur paysage de la droite, il y aura l'UMP et un grand centre droit. Franchement, pour moi, c'est pas la vraie question. J'espère qu'on pourra avoir un autre débat que celui de savoir comment on va faire la cuisine, comment on va faire les partis. Les partis politiques, ce sont des outils. Les grands courants de pensée, ils existent, ils traversent les époques, ils traversent les siècles. On y applique une grille de lecture avec des partis, une grille de lecture qui est mouvante en fonction des circonstances. Je pense qu'on aura intérêt à rapidement passer dans le vrai débat sur les valeurs de fond, parce que les Français ne toléreront pas que pendant 3 ans, que pendant 5 ans, on parle des frontières de tel mouvement par rapport à tel autre, et des petits groupuscules qui se font en marge. C'est pas possible. Moi, je pense qu'il faut sérieusement se mettre au travail dans ce pays. Moi, je serai un député de droite pragmatique. Quand je vois que sous la dernière législature, la réforme des collectivités territoriales a créé 145 000 postes de fonctionnaires territoriaux. Moi, je grimpe au mur. Je suis pour baisser les fonctionnaires territoriaux. Alors qu'on ne jette pas non plus à la pierre à François Bayrou qui voulait créer 60 000 postes de fonctionnaires de l'éducation nationale. Nous, à droite, on en a créé 145 000 de fonctionnaires territoriaux. D'accord ? Sur ce point-là, on avait des points de désaccord, donc pas rejoindre. Laissez-moi terminer. Moi, je vais pour travailler, je représente aussi la société civile, parce que je suis un gestionnaire, je suis un chef d'entreprise, j'ai 45 salariés, et il faut arrêter une chose dans ce pays, et là j'ai au moins un point de convergence, et peut-être le seul avec François Hollande, c'est que je suis contre le cumul des mandats. Moi, quand je vois que dans ce pays, il y a des gens qui cumulent plus de 15 mandats, qui ne sont pas présents, comme disait mon collègue de l'UMP à l'Assemblée nationale, ces gens-là doivent être sanctionnés dans les urnes.
Voilà, c'est tout ce que je demande, qu'on regarde avant d'élire quelqu'un, ce qu'il a fait dans sa vie, quelles sont les valeurs qu'il porte, et s'il ne cumule pas trop de mandats, pour son temps de travail, lui permettre d'aller travailler pour le territoire et pour les individus. Nous avons aussi un énorme enjeu qui est le renouvellement de la vie politique française, qui reste encore assez peu paritaire et qui fait peu de place quand même à une nouvelle génération pour qu'elle accomplisse ses responsabilités. J'ai été élu maire à 27 ans et c'est quelque chose d'important d'œuvrer au renouvellement. Une question encore pour finir. On parle d'un centre indépendant. Est-ce que une participation au gouvernement de François Hollande est envisageable? Écoutez, moi, en aucun cas, j'irai dans un gouvernement de gauche, ça c'est clair. Moi, je suis plus de droite. Mais là-bas, je suis un député, je vous le répète, pragmatique pour faire des propositions. Des idées, j'en ai en termes d'entreprise pour recréer de la richesse, pour rapatrier de la production dans ce pays. Mais en aucun cas, j'irai dans un gouvernement de gauche, c'est clair. Si François Bayrou décidait d'entrer au gouvernement, ce qui clarifierait largement le débat, moi, je ne ferais pas partie du tout de ces logiques-là. Je suis quelqu'un de centre-droit et de droite, dans mes idées, dans mes convictions, dans ma façon d'être. Et je pense que ce serait une erreur d'emmener une partie du centre vers la gauche. Est-ce qu'on peut lire dans la déclaration de François Bayrou, justement, un petit appel? J'ai vu, il faudra construire dans l'action un esprit d'unité nationale. On a l'impression qu'il a quand même envie d'aller au gouvernement, en tout cas d'y participer. La question la plus importante aujourd'hui, en tout cas, c'est pas la question d'aller au gouvernement ou pas au gouvernement. En tout cas, c'est pas aujourd'hui la préoccupation de François Bayrou. La préoccupation de François Bayrou, c'est faire en sorte que le pays se redresse. C'est faire en sorte qu'il y ait des emplois pour nos jeunes, qu'on réduise le chômage, c'est faire en sorte qu'on redresse la situation des finances. Maintenant, pour ça, il nous faut construire une force centrale, une force d'équilibre qui va permettre justement de faire basculer dans le sens des bonnes idées lorsque le gouvernement en aura, mais qui nous permettra aussi de les contrer, de les amender, si on n'est pas d'accord. Et c'est ça l'intérêt justement de notre démarche. Vous avez une minute. Oui, non, mais on a besoin véritablement de sortir de ce débat. Enfin, on peut pas débattre ici pendant 5 minutes de savoir ce que François Bayrou doit faire, s'il doit aller au gouvernement ou pas. Moi, je pense, de quoi la France a besoin? La France a besoin, sur le plan économique, qu'on allège les charges des entreprises, qu'on assouplisse les règles d'embauche pour que les entreprises retrouvent un véritable dynamisme. La France a besoin que l'État soit fort sur le plan de la sécurité, sur le plan régalien. Parce que les Français, comme je le disais tout à l'heure, ne tolèreront plus du laxisme en la matière. Avec les formations du centre. Oui, absolument. Ça n'a pas été fait pendant la dernière législature. Non, le problème, c'est que Nicolas Sarkozy a été prisonnier d'une partie de la magistrature qui a confondu la notion de contre-pouvoir, de pouvoir indépendant, avec la notion de contre-pouvoir. Et qui a exprimé dans les décisions de justice... C'est lui qui les a mis dans cette position-là. Bah écoutez, je pense pas. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature est solidaire de la candidature de François Bayrou. Je vais être obligé de vous interrompre. Le chronomètre tourne et j'ai une petite servitude à faire avant de rendre l'antenne. Vous allez être obligé de citer les autres candidats de vos circonscriptions. C'est le CSA qui nous impose cette règle de l'équité. Donc on va commencer avec la 8e circonscription. C'est la vôtre, Michel Cédrin. Vous serez opposé donc à 10 adversaires issus du Front National, Lutte ouvrière, Front de gauche, Parti socialiste, nouveau parti anticapitaliste, Chasse, pêche, nature et tradition, Alliance écologiste indépendante, UMP, Mouvement Hommes, Animaux, Nature, c'est ce que veut dire le MAN, et Mouvement écologique indépendant. On va maintenant passer à la 9e circonscription de l'Isère, la vôtre, Julien Paula, 12 candidats on va voir les palettes là aussi, du NPA, FN, maintenant on connaît les sigles, LO, Front de gauche, un centre droit, l'Alliance écologiste indépendante, CAP 21, le Centre pour la France, le Parti radical, Europe Écologie Les Verts, Debout la République et le MAN. Vous savez effectivement maintenant ce que cela veut dire. Je vous donnerai la Haute-Savoie dans la 2e partie de l'émission, parce que maintenant vous avez rendez-vous avec le journal de la mi-journée. On se retrouve tout de suite après. Retour donc sur le plateau de La Voix est libre avec nos 4 invités, tous en campagne pour les législatives. Michel Cédrin, présidente du Modem-Isère, Julien Paula, secrétaire départemental de l'UMP en Isère, Jean-Luc Arcade, vous représentez le Parti radical de Haute-Savoie, Loïc Hervé, Nouveau Centre. Vous êtes donc tous en campagne. Qu'est-ce qui va être déterminant pour ces législatives? Sur quoi la campagne se joue? Moi, je fais une campagne sur le terrain. Moi, je vois des gens tous les jours, je vois des chefs d'entreprise, je vois des ouvriers, je vois des agriculteurs, je vois des artisans, je vois des commerçants, je vois des commerçants. Quel est l'argument de choc? L'argument de choc, c'est non au cumul des mandats, et puis envoyer à quelqu'un à Paris qui n'est pas un double langage. Moi, je suis effaré quand je vois un candidat qui est soi-disant sortant contre moi, qui à Paris a voté les lois d'extraction de gaz de schiste, qui à Paris a voté les lois de Pécresse pour supprimer les UFM, qui à Paris a voté les lois de Rachida Dati pour la réforme de la carte judiciaire, et quand il revient sur le terrain, il a un double langage, il dit qu'il veut sauver l'UFM, qu'il veut pas d'extraction de gaz de schiste, et qu'il veut garder les tribunaux. Voilà. Donc moi, je veux dire stop au double langage.
En parlant du gaz de schiste, vous n'êtes pas investi par le Parti radical à cause de la prise de position de vos dirigeants? Voilà, tout à fait. Moi, je n'ai pas demandé à être investi par le Parti radical, par Jean-Louis Borloo, tout simplement parce que c'est Jean-Louis Borloo qui a autorisé ces extractions de gaz de schiste par fracturation hydraulique. Donc moi, je porte les valeurs du radicalisme en Haute-Savoie. J'ai été élu par les radicaux de Haute-Savoie. Je suis président. C'est moi qui emporte les Et valeurs. vous n'avez pas l'investiture? Mais je ne l'avais pas l'investiture, je ne l'ai pas réclamé. Loïc Hervé, Moi, je crois que sur quel ces élections argument? législatives, d'abord, il y a des thèmes locaux, hein, le logement, l'emploi, la compétitivité, la pollution, qui sont des thèmes sur lesquels, évidemment, tous les candidats débattent avec des propositions différentes. Et surtout, dans cette 6e circonscription de la Haute-Savoie, des différences de personnalité et de façon d'accomplir le mandat, de propositions qui sont diamétralement opposées d'un candidat à l'autre. Il n'est pas là. Oui, moi, dans ma circonscription, c'est aussi une question de proximité, d'ancrage local, de volonté de défendre les intérêts locaux. Le choix se fera entre moi-même, qui suis un candidat d'une nouvelle génération, qui porte une volonté de régénération de notre vie politique, dans les méthodes, dans la législation, et puis qui veut défendre les deux grands dossiers locaux du territoire, qui sont l'hôpital de Voiron, l'échange Mais qu'est-ce qui remonte de la base, vous, dans les grands dossiers, qu'est-ce qui va peser le plus lourd au moment du vote? Pour moi, c'est les questions d'emploi, les questions de sécurité, et sur ma circonscription, les questions d'agriculture, de défense d'activités agricoles. En ce qui me concerne, les priorités pour le territoire, c'est l'emploi. Bien évidemment, l'emploi pour les jeunes, l'emploi d'une manière générale, et puis la promotion de notre territoire. Je crois qu'il faut promouvoir notre territoire, le Nord-Isère, qui a de nombreux atouts. La proximité est fondamentale également, et puis bien sûr les questions liées à l'environnement. Quel est le positionnement des uns et des autres pour le second tour? Alors il va y avoir certainement des seconds tours avec la présence des uns et des autres. On va d'abord parler s'il y a une présence du Front National. Quelle est la position de chacun? Parce que moi, je suis pour moi-même au second tour, d'abord. Oui. Ah oui, si vous êtes présent, effectivement. C'est quand même essentiel, me semble-t-il, pour en tout cas les gens qui sont autour de cette table. Dans les autres circonscriptions, si l'UMP n'est pas présente et s'il y a un PSFN, par exemple? Écoutez, là, je crois que... J'imagine que quand ça sera un PS centriste, il n'y a pas de souci. S'il y a un PSFN. Si on est confronté, il y a des gens présents au second tour qui portent le socle de valeurs qui est le mien, qui est le nôtre, naturellement, on les défendra. Pour le reste, écoutez, je pense que chacun a des sensibilités personnelles différentes sur cette question. Moi, je pense que les électeurs aujourd'hui sont grands pour savoir ce qu'ils ont envie de faire. D'abord, les histoires de consignes. Pas de consignes de vote. Les problèmes des consignes, je n'y crois pas. Aujourd'hui, les gens, ils votent en leur âme et conscience, ils votent librement. Il faut arrêter, quand on est éliminé au premier tour, de devoir donner des leçons au second. Moi, je suis en désaccord de fond avec les propositions du Front National, ce que le Front National représente. Et donc, il est absolument hors de question de faciliter l'arrivée de ces gens-là au Parlement. Voilà, mais après, comme Julien Paula, je suis assez d'accord. Je pense que autant les candidats peuvent donner leur position par rapport à ce qu'ils sont, autant les électeurs sont libres. Et on a bien vu, on en parlait tout à l'heure avec François Bayrou, la liberté des électeurs doit être respectée. Nous, il n'y a pas de risque de Front National sur notre circonscription, puisque le Front National ne fait pas campagne, on ne connaît pas la personne, elle n'est pas du territoire. Et puis il y a beaucoup de Front National quand les politiques ils n'apportent pas de solutions, qui ne s'apportent pas de solutions au débat. Moi, j'apporte des solutions, je suis proche des gens, donc il n'y aura pas le Front National au deuxième tour. En ce qui concerne, il se présente, il est très présent en Nord-Isère particulièrement, et en cas effectivement de présence du Front National. Moi, je pense que l'extrême droite est dangereuse pour le pays. Et dans tous les cas, j'appellerai à voter contre le Front National. Donc oui, allez-y. Moi, je souhaiterais, quand on parle des extrêmes, qu'on considère quand même en France que l'extrême gauche est aussi infréquentable que n'est l'extrême droite. Ça, c'est un problème de fond. Le bilan historique de l'extrême gauche est au moins aussi terrible que celui de l'extrême droite. Alors, il faut arrêter de vouloir inviter Besançon. Pour le moment, ils ne sont pas encore à la hauteur du Front National. Non, mais sauf qu'on accepte aujourd'hui que François Hollande puisse gouverner potentiellement avec Jean-Luc Mélenchon. Et puis, l'extrême droite, il ne faudra absolument pas en parler, il ne faut pas la regarder, il ne faut pas répondre aux questions qu'elle soulève. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est la tradition dans cette émission. Nous revenons sur les événements d'actualité qui ont marqué la semaine. La rétrospective est signée Emmanuel Thierry. Le volet 1 débute avec l'incendie du Super U de Passy en Haute-Savoie qui met plus d'une centaine de personnes au chômage. Il était un peu plus de 2 h du matin lundi quand un incendie a ravagé l'hypermarché Super U de Passy en Haute-Savoie. Aucune victime à déplorer, mais des dégâts considérables. 5000 m² et tout le stock de la grande surface parti en fumée. Un préjudice qui s'élève entre 15 et 20 millions d'euros. Les gendarmes ont dû attendre que les cendres refroidissent pour passer le site au peigne fin. La piste criminelle n'est pas exclue. Aujourd'hui, les 120 salariés sont au chômage technique. La grève des ambulanciers continue en Isère. 60% d'entre eux boycottent les urgences depuis le 16 avril. La profession dénonce un service sous-payé.
Une course pour des soins d'urgence est facturée environ 90 €, alors que les ambulanciers estiment son coût entre 110 et 150 €. Une perte financière qui menacerait leur profession. Le mouvement de protestation pourrait bien faire tache d'huile au niveau régional, voire national. En handball, Chambéry a terminé sa saison 2012 en beauté. Sa victoire face aux Parisiens a conforté le CSHB à la 2e place du classement, une place qui lui assure son ticket d'entrée en Champions League l'année prochaine. Le bilan est bon, mais une question se pose pour la rentrée. Le coach Philippe Gardan a été approché par Paris et pourrait bien céder à la tentation d'un nouveau départ, après 15 ans de service en Savoie. On parlait de chômage pour les salariés de Super U. En ce moment, c'est l'actualité qui domine, hein, les plans sociaux multiples et variés. Les formations que vous représentez, l'UMP, le libéralisme, le centre droit, les politiques sont désarmés par rapport à ces plans sociaux, à la crise aujourd'hui? Peut-être un point sur le Super U de Passy, parce que ça a été un réel traumatisme dans le pays du Mont-Blanc. C'est 120 familles qui se retrouvent avec des personnes au chômage technique, bien sûr. Et ça n'est pas en vérité un vrai problème social. Non, mais c'est quelque chose qui devra être géré dans le temps et qui le sera par le groupe Super U et avec l'appui des élus. Pour ce qui est de la vallée de l'Arve, ou qui est une vallée industrielle, il est bien évident que l'évolution de l'économie et de la conjoncture peut entraîner un certain nombre de problématiques de type plans sociaux, comme ce qui se passe à Camiva, par exemple, à Chambéry, au Saint-Alban-l'Est. Il faut vraiment qu'on soit attentif à ça. Et bon, je ne sais pas les premières mesures du gouvernement, mais Arnaud Montebourg, je ne sais pas on ne connaît pas encore les contours des missions qui sont les siennes et qu'est-ce qu'il va faire pour faire en sorte que ce pays garde une industrie, quoi. C'est vraiment ça l'enjeu. On revient avec, je voulais parler avec vous d'ArcelorMittal, qui a été très cité aussi avec Nicolas Sarkozy, les promesses non tenues. Est-ce que là, on est vraiment en face d'une incapacité à résoudre ce genre de situation? Non, mais Loïc Hervé l'a dit, c'est des situations qui sont dramatiques parce que ça représente tout de suite un volume d'emplois important qui s'effondre, qui s'écroule, qui disparaît, comme lors d'une délocalisation. On m'a parlé de déplorer, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais aujourd'hui, pour moi, la question essentielle de l'emploi, elle se situe plus, ou pas vraiment, pas essentiellement, dans les entreprises qui ont des centaines d'emplois d'un coup, les multinationales. Si on veut conforter l'emploi en France, il faut aider les PME, et puis les artisans, les commerces. Le vrai gisement d'emploi, il est là. Les emplois qui ne sont pas délocalisables, il est là. Il faut alléger les charges, il faut flexibiliser les règles, et il faut rapprocher les centres de formation des entreprises aussi. Moi, je milite à titre personnel dans ma circonscription pour un centre de formation au métier de l'industrie, un pôle d'excellence industrielle en Sud-Grésivaudan, où on a un tissu de PME qui ne trouve pas de salariés. Il faut leur amener des alternants et des apprentis pour qu'ils puissent se développer. Alors, rapidement, Jean-Luc. Moi, je voudrais simplement dire qu'il faut aussi installer à l'Assemblée nationale des entrepreneurs, des gens qui, dans leur vie, ont montré qu'ils savaient créer des emplois, qu'ils savaient ce que c'était que la vie d'entreprise. Deuxième partie de notre volet de la rétrospective, toujours signé Emmanuel Thierry. Je vous ferai répondre après. Le week-end dernier a été marqué par 3 journées de mutinerie à la maison d'arrêt d'Éton en Savoie. 26 détenus ont refusé de regagner leurs cellules et ont agressé physiquement les gardiens. Une équipe d'intervention et de sécurité lyonnaise a dû intervenir pour les réintégrer de force. Depuis plusieurs semaines, le personnel de la prison dénonce des manques de moyens humains. Un violent orage s'est abattu dimanche soir sur le village de Saint-Martin-en-Vercors dans la Drôme. En quelques heures, 300 mm d'eau sont tombés. Résultat, une dizaine de maisons inondées et 50 habitations privées d'eau courante. Conséquence pour la commune, des routes fissurées, des récoltes détruites par les glissements de terrain. Le maire a demandé un classement en catastrophe naturelle. Toujours dans le Vercors, une nouvelle scénographie pour les grottes de Choranche. Un habit de lumière tout neuf qui met en valeur les concrétions exceptionnelles du site. À noter, un dispositif de LED qui remplace les vieilles lampes halogènes, plus beau et plus écolo. On arrive au terme de cette émission. Dernier tour de table sur les premiers pas de François Hollande. Je commence avec vous, Michel Cédrin. Comment vous jugez les premières mesures prises, même si elles sont emblématiques ou symboliques, comme la réduction des indemnités des parlementaires, des ministres? Premières mesures, si on regarde les premières mesures, c'est pas les questions les plus difficiles qui ont été réglées. Je crois que sur les premières mesures, composer un gouvernement avec la parité, la diversité, c'est bien. Les premières mesures sont les plus faciles. Maintenant, ce qu'on attend, c'est la suite. Et je pense que le plus difficile viendra après les législatives, puisque le plus difficile, ça sera de montrer ce qu'on est capable de faire en matière d'économie. Et moi, je constate que la présidence normale, c'est un peu mal parti dès lors que
dès le soir même de son élection, il prend un jet privé pour se rendre de Tulle à Paris, qu'on constitue un gouvernement qui coûte plus cher que le premier gouvernement François Fillon, et que la République est irréprochable, on prend des ministres qui sont déjà condamnés. Mais moi je dis qu'il n'a pas trop mal démarré, Hollande, et je ne ferai pas du systématiquement contre. Il a pris un très bon ministre pour l'intérieur, c'est Manuel Valls. Et moi je pense qu'il a aussi tendu la main au centre droit. Et moi je suis très inquiet parce que j'attends quand même les premières décisions en matière économique et notamment on parlait tout à l'heure du coût de l'emploi et du coût du travail. Et on sait qu'un certain nombre de mesures du gouvernement précédent vont être abrogées et je suis très inquiet pour les entreprises de ma circonscription. Madame, messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Deuxième pour moi et dernière partie de mes obligations pour respecter l'équité dans ces élections législatives. Voici les candidats dans les circonscriptions de Haute-Savoie sur lesquelles vous êtes candidat. On commence donc avec la 6e. Loïc Hervé, vous avez 12 adversaires issus du mouvement écologiste indépendant, Lutte ouvrière, Front National, Le Trèfle, Front de gauche, Parti radical, Parti socialiste, Debout la République, UMP, un divers droite et 2 sans étiquette. On passe à la 3e. Jean-Luc Arcade, vous affrontez le NPA, le Parti ouvrier indépendant, le MEI, Europe Écologie, le FN, l'UMP, la France en Action, Debout la République, Hello, le Front de gauche et un autre divers droite. Puis pour finir, un rappel, nous vous donnons rendez-vous mardi soir, après le soir 3, une grande soirée élection législative avec un grand débat qui réunira Geneviève Fioraso, la ministre socialiste, Renzo Sully, le maire Front de gauche d'Échirolles, Lionel Tardy, le député sortant UMP de Haute-Savoie, et Dominique Martin, un proche de Marine Le Pen, Front National. On parlera économie et emploi. Puis dans un deuxième temps, ces 4 figures de la politique régionale affronteront en duel des représentants du MoDem, du Parti radical, d'Europe Écologie et du NPA. La semaine prochaine, pas de voix libre, place au critérium du Dauphiné libéré. Bonne semaine à tous.